Hello à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Fille du blog maman0déchet.com. Le blog qui t'aide à avoir une vie un peu plus éco-responsable, plus zéro déchet, où tu trouveras plein de conseils et astuces pour mener une vie un peu plus green, où tu trouveras plein d'astuces, des DIY, des tutos, bricolage, jardinage. Et d'ailleurs, en parlant de jardinage, j'ai invité aujourd'hui le micro-potager urbain écolo. Salut, Qui est là et qui apparaît à l'écran. Salut Irfan. comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour Avec cette interview. plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi de Donc, m'avoir invité. ouais, avec plaisir parce que du coup, je t'ai découvert via ton compte Instagram. Ouais, Ça tombait bien puisque cette semaine, moi, j'ai sorti plein d'articles de blog autour du potager urbain. Je vais aussi en ville avec une petite cour bétonnée. Et du coup, je me demandais s'il y avait des personnes, des experts qui pouvaient, transmettre un petit peu leurs conseils et astuces sur comment produire de la nourriture en ville et comment tendre un petit peu vers cette volonté de suffisant. voilà l'autosuffisance alimentaire. Et c'est pour ça que je t'ai invité. Donc, est-ce que tu peux un peu te présenter à la communauté pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, te dire un peu ce que tu fais, qui tu es, et, ton Bien histoire par sûr, rapport à ton potager urbain? bien sûr. Alors, je suis Irfan Buraï, je suis impliqué énormément on va dire, de des actions écologiques, hein, à mon échelle du moins. J'ai une formation de géographie en fait à la base. Je suis docteur en géographie du développement. J'ai déjà un affect particulier à la terre, à la nature, à l'écologie, hein. Et je travaille aussi dans le milieu de la santé, hein. Je suis directeur d'une maison sport santé qui fait que j'ai aussi une attention particulière à la bonne alimentation, notamment auprès des sportifs, etc. Donc tout ça, c'est des passions, un métier, une profession, des études qui se rejoignent et qui a abouti à ce micro-potager, en fait, où, comme tu l'as dit, hein, on verra tout à l'heure, où on aborde énormément la question de l'autosuffisance alimentaire, de l'écologie en ville, de la dépendance, etc. Et donc, je suis un passionné hein, d'écologie. Hein, j'ai toujours grandi avec ça. C'est pas quelque chose de nouveau dans ma vie, puisque je viens de l'île Maurice. Et déjà, dans les îles, on fait attention déjà à l'environnement à Mhm. la base. Et mon grand-père était déjà dans l'agriculture urbaine, puisqu'on habitait en pleine capitale à l'île Maurice, qui est quand même une des capitales les plus densément peuplées du monde. Et mon grand-père avait déjà un super potager, une super productivité. Et donc, il m'a transmis involontairement sa passion, hein. C'était surtout, j'observais quand j'étais petit. Et du coup, maintenant, ce potager urbain, ça ressemble un peu à ce que mon grand-père faisait à l'île Maurice dans la ville. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, mes passions, ma profession, mes études, tout ça, comme je t'ai dit, qui se rejoignent et qui se concrétisent par ce micro-potager en ville. Waouh, super. Donc là où tu es dans ton potager du coup. Là, je suis dans mon potager, là, voilà, je suis Ok. dans mon potager pour être tranquille. Bon, on est en plein cœur de ville, tu vas entendre des engins de chantier, tu vas entendre des voitures. Hélas, il y a de moins en moins d'oiseaux, il y a de moins en moins d'espèces sauvages. Mais grâce au micro-potager, j'ai pu quand même augmenter ma biodiversité à l'échelle micro-locale où j'ai des hérissons, j'ai des oiseaux qui étaient disparus qui reviennent. Il y a Super. aussi il y a aussi des chauves-souris, j'ai aussi tout un microcosmos qui s'est développé avec des insectes, etc. Alors, moi j'ai lu que tu as produit quand même plus de 300 kilos de fruits et de légumes dans un espace assez restreint en ville, hein, Bonneuil-sur-Marne. Et Mhm. ce potager, est-ce que tu peux un petit peu nous montrer ce qui était possible enfin je sais pas si tu es sur un Ouais, ordi ou est-ce que tu ouais, peux un ouais, peu nous faire une petite je suis avec visite? mon téléphone. Mm, Je suis avec mon téléphone. Une petite visite. yes. Ok. Alors, je tourne la caméra. Voilà. Tu verras qu'il y a énormément de bacs potagers, Mhm. Parce de que ouais, carrés potagers. tu cultives hors sol, c'est ça, parce que tout est Alors, bétonné. voilà, 30% c'est hors sol.
tu vois, un carré potager que je viens de faire ce week-end. J'ai aussi les arbres fruitiers, mais dans des gros pots. Mhm. Type Ou poubelle encore, de oui, jardin, quoi. c'est des pots, mais tu peux cultiver. C'est ce que j'achète sur des sites spécialisés où on peut tout à fait cultiver. Voilà, Super. encore des carrés potagers. Il y a aussi des gros pots où on a planté des tomates, des concombres. Mhm. Là, c'est beaucoup de pots. Là, c'est des petits pots avec quelques espèces d'ornements. Voilà encore des carrés, enfin des bacs potagers. Tout ce qui est aromate, menthe, on peut tout à fait faire pousser ça dans des petits pots. Là, tu as un gros bac potager où c'est de la chayote qui va pousser. Là, voilà, on arrive dans la partie qui est en terre. Là, c'est un petit lopin de terre là où tu D'accord. vois, il y a déjà des fèves, pas mal de fèves. J'ai organisé ça sous forme de carré potager, mais ça délimite l'espace. C'est-à-dire que l'espace est déjà profond ici. Hein. Mhm. Voilà, là, tu as un fruitier qui pousse directement sur le sol. Ici, tu as un composteur. Sous les cloches de culture, bah, tu as des espèces que j'ai plantées assez récemment pour les protéger du froid. Mhm. Là, tu as une serre où je fais tout, même 90% de mes semis, c'est moi-même, pour éviter d'avoir acheté ça dans les commerces. Mhm. Voilà, on a un gros pot avec le citronnier. On a déjà les citrons tout l'hiver. Hein. Là, c'est un pommier qui est aussi en grand pot. Là, tu as encore des bacs potagers, mais qui sont surélevés. On a Mhm. planté de l'ail durant l'hiver. Là, voilà, c'est la partie en pleine terre, toujours où tu as un rosier qui pousse depuis bientôt 50 ans. J'étais pas là à l'époque. Hein. Là, tu as du romarin. Là, j'ai encore fait des bacs potagers juste pour délimiter l'espace, mais c'est la pleine terre. Mhm. Là, ici, tu as l'arbre hérisson. Ah oui, Donc, là, le hérisson, petit hérisson voilà, qui est maintenant, avec le ils sont en domicile. couple, ils sont en couple. Là, tu as quelques espèces de tomates que j'ai plantées en pleine terre. Mhm. Ça va jusqu'au bout et au bout, tu as de la chayote qui est protégée sous des cloches de culture aussi. Voilà. Waouh, donc on Ça, voit bien que c'est quand même assez dense. oui, Sur oui, c'est très dense. ça équivaut à la surface à combien Là, tu as un de petit peu plus de mètres 30 carrés? mètres carrés, mais l'espace qui est cultivé, parce que tu vois, il y a quand même l'espace où on va dire qu'il nous sert vraiment de jardin hein, pour profiter un petit peu de l'espace. Mais l'espace qui est cultivé, ça fait moins de 20 mètres carrés. Mhm. Voilà. Là, c'est la partie arrière du micro-potager. Maintenant, je vais te faire visiter la partie côté rue. Il y a deux parties au micro-potager. Donc, on va Ah ok. traverser. Ouais, tu as deux parties et tu as une partie côté rue. Alors, je vais vous montrer, on est en plein centre urbain pour montrer la ville. Là, tu es en plein centre urbain. Mhm. Là, tu vois, tu as le logement, tu as vraiment plein centre urbain de Bonneuil. On est dans vraiment là, c'est rue. Là, ça va être vraiment que des bacs, des carrés potagers. Alors là, on a moins de Wi-Fi en fait. Ça coupe. Je sais pas si tu m'entends du coup. Je pense qu'il y avait une meilleure connexion de l'autre côté du potager. Ah, j'ai perdu la connexion. Est-ce que vous qui me suivez dans le chat, est-ce que vous arrivez à voir de nouveau la vidéo d'Irfan? Là, c'est bon. Ouais, là c'est de nouveau bon. Là, C'est bon. c'est revenu. Voilà. Je pense que Je on va m'étais rester déplacé un peu du loin côté de ton. de ma Wi-Fi. Là, c'est bon. Ah, d'accord. Alors Super. Donc ça, là, c'est la seconde voilà. partie. Ça, c'est la partie côté rue du micro-potager, tu vois. C'est vraiment des bacs potagers qu'on a confectionnés nous-mêmes. Hein. Hmm. 80% aussi, c'est du recyclage. Hein. C'est de la Donc récup, voilà, du recyclage. c'est de la récup, exactement. C'est des bacs potagers assez hauts où on a planté des fèves, de la tomate, de l'ail. Et Hmm. on va encore planter d'ici les semaines à venir pour diversifier cette production. Voilà, là tu as un figuier en pot aussi. Waouh. Voilà, là tu as de la blette, hein, on récolte ça régulièrement. Mhm. Voilà. Voilà, donc ça c'est le côté rue. Et tu verras j'ai laissé vraiment des haies épaisses. Les haies, elles sont vachement épaisses, vraiment hautes aussi. En été, ça va vraiment pousser Hmm. pour déjà faire de l'ombre, Oui. parce qu'il y aura la canicule, ça fait énormément d'ombre. Et il y a énormément d'oiseaux qui se cachent dans ces Mhm. haies. Donc on les préserve. On Les coupe haies, juste ce très qu'il faut. important. Tout à Très fait. important.
Et très surtout, ne tournez important. pas la pelouse. Voilà, ou sinon, laisser des espaces de biodiversité au niveau, si vous avez la chance d'avoir de la pelouse, laisser des espaces, on va dire, non tondus, ça va améliorer la biodiversité. Voilà, là, on revient dans le micro-potager à l'arrière. Je peux te faire visiter aussi tout à l'heure ce qu'on a fait avec les Oui, voisins. avec On a plaisir. mis, on a mis un poulailler en place. Justement, alors, tu as commencé, toi, voilà, dans cette cour. Et puis après, tu as fait passer le mot aux voisins. C'est toi qui les as un petit peu challengés sur le fait d'avoir des poules. Voilà, les voisins, ben, je voulais aussi qu'ils profitent de ça. En fait, il y avait plusieurs espaces dans la résidence qui étaient libres. Moi, j'ai demandé l'autorisation à ma propriétaire de faire mon projet voilà, devant mon appartement et derrière. Elle a accepté sans souci. Elle a même investi un petit peu pour qu'on on met en place des clôtures, etc. Et mes voisins aussi avaient la possibilité de cultiver parce qu'il y a pas mal d'espace, on va dire, dans l'arrière-cour de la résidence où ils ont pu aussi créer leur propre petit coin potager. Super, du Voilà. coup, ben, Donc, vous faites des aussi, trocs. voilà, moi, surtout, je fais mes semis. Je fais mes semis et je leur donne en fait. Comme ça, eux, ça Hmm, leur évite d'aller acheter ça dans le commerce parce que les plants de tomates, mine de rien, 4-5 € le plant de tomate, ça fait très cher. hmm. Alors que moi, je fais des centaines de plants de tomates, je partage ça avec eux. Et puis des fois, oui, des fois on fait des trocs, comme tu dis, on échange nos productions, mais ça c'est rare puisque finalement on produit la même chose. Hmm. Voilà. Et puis certaines graines ou certains plants sont pas forcément aussi reproductibles aussi, donc il faut aussi bien choisir Voilà, c'est ces ça. espèces, ces Parce variétés. que, exactement, parce que moi, je j'utilise pas forcément que des graines bio, j'utilise aussi des hybrides. Parce que quand on est dans un petit terrain, on n'a pas le droit à l'erreur. Si ta production, voilà, si tu fais une production de tomates, on va dire, qui est fragile, tu perds déjà une grande partie de ta production puisque tu es sur un petit espace. Donc en utilisant des hybrides, ça me permet d'avoir des plantes un peu plus robustes qui résistent à certaines maladies et du coup, je m'y retrouve en termes de Hmm. productivité. C'est ce que j'ai eu comme problème avec ma petite cour intérieure qui est vraiment exposée sud et dans un îlot de chaleur. Mais en fait, c'est très difficile de cultiver certaines espèces si vraiment tu sélectionnes pas des espèces qui sont résistantes à la chaleur et à la sécheresse, etc. Alors déjà, faut aller droit au but. Quand tu es dans un petit espace, faut cultiver ce qui est sûr de rapporter. Mm. Tu vois, on peut pas se permettre de faire des cultures où ça va être aléatoire en fait. Parce que si tu fais des cultures aléatoires, si tu te dis tu vas faire une culture qui déjà est peu résistante à ton environnement, et ben finalement tu n'auras pas beaucoup comme productivité, tu vas être dégoûté. Il faut utiliser des choses qui marchent. Mhm. Des choses qui marchent simples pour commencer, des tomates, des courgettes, des concombres, c'est la base. Je pense que c'est des aliments déjà des légumes que beaucoup de gens apprécient. Et puis dans un second temps, lorsque tu commences à être un peu plus expérimenté, tu commences à connaître ton potager, les milieux de ton potager les plus exposés, les plus ombragés ou les plus à l'abri, tu peux te lancer dans des cultures, on va dire un petit peu plus avancées, comme les poivrons, les piments, les aubergines. Voilà, parce que c'est des cultures déjà qui sont plus exigeantes et pas forcément qui résistent. Voilà, on va dire, faut les arroser régulièrement. Hein. J'ai aucune astuce anti-sécheresse, aucune plante anti-sécheresse à conseiller. Mhm. La sécheresse, c'est une calamité. Quoi qu'on en dise, hein, c'est comme l'équivalent de la grêle. Hein. Quand c'est là, ben, Mm. faut s'attendre à perdre une partie de ta production si tu mets pas des dispositifs en place pour protéger ta production. Mhm. Ces dispositifs, ça peut être quoi? Ça peut être, ben, soit tu sais où sont les zones d'ombrage et dans ce cas-là, tu as planté en pot, tu déplaces les pots pour éviter qu'ils soient à longueur de journée euh, Trop exposé. à l'exposition trop exposés, donc ça risque de faire griller leurs feuilles. Soit tu mets en place des voiles d'ombrage, hein, voilà, que tu déplaces de manière amovible. Soit tu peux mettre en place des Oya, tu vois, des réservoirs d'eau, voilà, plus ou moins sophistiqués pour que durant les épisodes de sécheresse, ben, ta plante a un sol humide. Mhm. Mais moi, j'ai vraiment pas d'astuce, on va dire, miracle pour protéger contre la sécheresse. Tu... L'astuce miracle, c'est d'être conscient qu'on est dans une société hyper industrialisée qui est en train de faire énormément de tort à la planète et que soit on agit vraiment à la base pour changer ça, mais il n'y a pas de secret.
Si la sécheresse est là, elle est là. Et Faut il s'adapter. faut s'adapter, et il faut se dire que d'année en année, ça risque d'être plus dur en fait. Mm. Alors, est-ce que tu utilises le paillage, Oui, le du coup, pour... paillage, c'est quelque chose de très bien, très bien. Mais par contre, il faut mettre des épaisseurs de plus en plus épaisses Mm, quand tu es en épisode de sécheresse. C'est une solution qui protège le sol de la sécheresse, puisque ça évite qu'il y ait une trop forte évaporation. Mais durant les épisodes de canicule, c'est la partie aérienne de ta plante qui est soumise à ce stress. mm, La mm. partie aérienne qui risque de brûler. Donc que tu aies un paillage ou pas, ben, tu risques d'avoir une grosse perte parce que la partie aérienne est Mm. brûlée. Et moi, j'ai fait l'expérience notamment avec la chayotte. C'est une plante, on dit, qui aime les climats chauds. Non, en fait, la chayotte aime les climats tempérés et humides. C'est ce qui pousse le Ok. mieux dans les pays tropicaux, notamment en montagne. Elle n'a pas besoin d'un fort exposition au soleil, mais il lui faut une chaleur constante et un degré d'humidité important. C'est là que ça pousse le mieux. Au contraire, quand tu as la sécheresse, quand tu as trop de canicule, ça grille les feuilles, ça fait tomber les fleurs. Donc c'est pour ça que je te dis, contre la sécheresse, on est un petit peu dépourvu hein, de solutions miracles. Mhm. Alors, j'ai vu dans ton feed, tu postais régulièrement des photos de ta fenêtre vue sur le micro-potager. Oui, Et j'ai vu ce toit verdoyant d'une plante, je ne sais plus comment elle s'appelle, et que ça ressemble un petit ouais, peu à une courge vraiment une plante grimpante qui a vraiment recouvert et qui a fait comme un ouais, toit. Tu voilà. utilises ça justement pour protéger tes plantes, comme un espèce Bah, tu d'ombrage vois, écoute, naturel? ça, c'est des lianes de chayotte, hein, de chouchou, de Christophine, c'est la même chose, Ah, hein, c'est la même plante. c'était ça. Des- Voilà, et comme ça pousse de manière, ça rampe, hein, ça rampe, et quand on n'a pas beaucoup d'espace, on est obligé de mettre en œuvre, voilà, des petites astuces pour que ça puisse s'épanouir en hauteur. Et donc, ça pousse très vite, donc ça a fait un toit végétal, en fait, parce que j'ai mis un filet. Donc, ça a envahi le filet. Et en plus de ça, j'ai planté, comme tu disais, une autre espèce de gourge rampante. Ça s'appelle le giromon. C'est une grosse citrouille tropicale de couleur verte qui elle aussi rampe et qui aime bien pousser de manière un peu de tous les sens, quoi. Donc, quand j'arrive à les orienter sur le filet, je le fais. Comme ça, ils ont une pousse un petit peu verticale et ça me fait un toit. Et en dessous, c'est super ombragé, hein, donc ça apporte un peu de fraîcheur. Mais comme ça fait énormément d'ombre toute la journée, on peut pas, par exemple, faire des cultures qui nécessitent du soleil en dessous, hein. Par exemple, tu peux pas cultiver de la tomate parce que Mhm, vraiment, ça évite que les rayons du soleil passent. Et finalement, en dessous, tu as peu d'exposition. mhm. Par contre, quand on est en dessous, c'est agréable. On peut travailler, on peut prendre son déjeuner et faire d'autres loisirs en dessous, aucun souci. Cool. Est-ce que du coup, tu as ta mare en dessous? J'ai vu aussi que tu avais une Oui, petite oui, oui. mare. Ça, voilà, l'avantage d'avoir ça, c'est d'avoir fait ce toit végétal, ça protège la mare. Oui. Parce que la mare, elle est en zinc, donc durant l'été, ça chauffe. Et comme il y a des poissons, il y a des nénuphars, tout ça, ça évite justement que la température monte trop, d'avoir ce toit. Ou si vous n'avez pas de toit, vous pouvez mettre un parasol, hein, les jours de fort soleil, de forte canicule. Ça protégera aussi si vous avez des plans d'eau, petits plans d'eau pour protéger voilà, la vie qui est dedans. Mhm. Alors justement, par rapport à l'eau, comment toi est-ce que tu récupères l'eau? J'ai vu, tu as des espèces de bidons bleus, c'est ça? Voilà, en fait, j'ai des bidons bleus. Mes voisins ont mis en place des récupérateurs d'eau hein, avec les gouttières. Mais moi, j'ai pas ces récupérateurs d'eau en fait directement. Donc, chez mes voisins, on pouvait mettre en place ce dispositif. Donc, on l'a mis de l'autre côté. Ils ont à peu près 1 mètre cube d'eau de réserve. Mais c'est 1 mètre cube, ça part très vite Mhm, en fait en été. Comme en été, en plus, c'est de plus en plus sec. Il n'y a pas de l'eau pour alimenter ce qu'on a puisé dedans. Donc, on est obligé d'utiliser l'eau courante en ville. Hein, je ne vais pas te le cacher. Hein, on est contraint à ça. Hein. Soit parce que comme il pleut pas assez, nos récupérateurs d'eau ne sont pas réapprovisionnés en eau. Soit parce qu'on doit arroser tellement souvent que finalement, même s'il pleuvait, nos récupérateurs se remplissent pas assez vite. mhm, bien sûr. Donc chez moi, j'ai mes aquariums qui me permettent en hiver de récupérer de l'eau et de les mettre dans ces réservoirs, ce qui fait que les aquariums changent de l'eau à peu près une centaine de litres d'eau par semaine. Donc soit je stocke dans mes réservoirs,
soit j'arrose directement mon jardin avec, mais c'est pas suffisant parce que tu as vu que tout pousse de manière très dense et plus tu as de feuillage, la chayote par exemple a énormément de feuillage, le giromon ça a énormément de feuillage, les tomates d'enlever les petites têtes qui poussent pour que ça fasse des choses plus fournies. Donc, il y a aussi énormément de feuillage. Donc, tout ça va demander beaucoup d'eau puisque ça transpire énormément. Mhm. La plante transpire, plus elle a de feuillage, plus elle transpire et plus il faut l'arroser. Donc, tout ça fait que je suis obligé d'arroser, sachant que tu es en pot. Donc, dans les pots, ça a tendance à s'évaporer plus rapidement, l'eau en pot. Donc, il faut arroser régulièrement. Tu peux mettre un paillage pour éviter que ça s'évapore trop vite. Ou tu peux mettre des petits réservoirs d'eau pour aider aussi à arroser trop régulièrement. Mm. Alors, par rapport aux pots, justement, tu parles d'évaporation entre les pots en plastique ou les pots en terre cuite, où je sais que voilà, c'est quand même ça transpire. Entre les deux, tu nous conseillerais quoi? Alors déjà, je conseillerais de pas faire comme moi parce que moi j'ai pris des pots sombres Ah parce ouais. que je les ai récupérés dans les encombrants, hein, comme je t'ai dit. Donc j'ai des pots sombres, mais le pot sombre absorbe la chaleur en fait, et Hmm. donc ça fait que la terre s'évapore plus vite. Déjà, soit les peindre avec quelque chose de naturel, hein, soit avoir des pots plutôt clairs et privilégier en effet les pots en terre cuite comme c'est des matériaux, on va dire, qui permettent un meilleur échange puisque c'est poreux. Ça permet un meilleur échange entre l'air et la terre, donc c'est toujours mieux des pots en terre cuite. Mais si vous n'avez pas ça, des pots en plastique, des seaux, ça peut tout à fait faire l'affaire. Hmm. Pour des gros seaux de 12 à 15 litres, vous pouvez tout à fait cultiver des tomates dedans. Ok. J'ai eu comme expérience de faire des frigos du désert où tu mets un pot en terre cuite dans un plus grand pot et entre tu mets du sable ou tu mets en fait de l'eau. Et en fait, Ok. ce que tu mets dedans, ça fait comme un frigo. En fait, tu peux mettre des légumes, etc. Mais ici en Alsace, ça ne fonctionne pas trop parce que du coup, au niveau de la chaleur, c'est assez variant. Ça varie assez Mhm. beaucoup. Est-ce qu'on peut pas imaginer un pot comme ça où on met des plantes en terre dedans pour éviter que ça s'évapore trop? Ben écoute, c'est un dispositif que tu viens de me l'apprendre, mais j'ai envie de te dire, tous les tests sont bons, hein. On peut tester et voir ça donne quoi. Justement, après, voir si ça marche, hein. Pourquoi pas expliquer à tes followers l'expérience ou pas. Moi, je fonctionne beaucoup par expérimentation, hein. D'ailleurs, la base de ce jardin, c'est une expérimentation personnelle. Je voulais montrer qu'on peut produire énormément en ville à partir de différents dispositifs, qui sont en carré potager, en pot ou en pleine terre. Et donc, ce que je conseille, pourquoi pas ne pas essayer ce que tu proposes et voir si ça marche ou pas. Hmm. Parce que ça peut être des idées en fait d'expérimentation et si ça marche, il faudrait en faire la promotion. Je vais tester. Moi aussi, je suis Voilà, dans voilà, faut l'expérimentation. tester. Bien Hmm. sûr, faut tester. Est-ce que tu aurais d'autres conseils astuces pour ceux et celles qui ont un petit balcon ou une cour qui voudraient se lancer en fait dans un petit carré potager, qui ne savent pas trop par quoi commencer? Est-ce que tu aurais des conseils, Bien sûr. Philippe? Déjà, quand on sait pas par quoi commencer, faut déjà voir plutôt petit pour pas, parce que quand on sait pas par quoi commencer, c'est qu'on se dit que la charge elle est trop grande à assumer derrière. On n'aura peut-être pas le temps, on aura peut-être pas finalement le courage d'aller au bout de son projet. Euh, pour commencer un projet potager, faut commencer petit, hein. Faut commencer petit et accessible. Pourquoi ne pas commencer par un ou deux carrés potagers, quelques pots, voilà, et puis au fur et à mesure des années, augmenter la production, hein, rajouter un potager, rajouter un ou deux pots en plus. Commencer, si on est en balcon, commencer par des gros pots, commencer par des cultures déjà adaptées à son environnement. Il faut voir si le balcon est exposé au vent, au soleil. Il faut voir s'il y a suffisamment d'exposition tout au long de la journée pour pouvoir faire des cultures, on va dire, de plantes d'été, des cérénacées telles que les tomates, telles que les aubergines, les poivrons. Parce que si on voit des choses un petit peu inaccessibles, le problème c'est les échecs. Et quand en potager on est en échec, on risque d'abandonner.
Alors que la clé de la réussite, c'est pas compliqué, hein. Faut juste un petit peu analyser son environnement, acheter un ou deux bacs potagers ou les fabriquer soi-même. C'est vraiment pas cher les bacs potagers en plus. Récupérer quelques gros pots et voilà, se lancer. Voilà. Mhm. Voir vraiment l'investissement initial, petit investissement de 50 euros et on regarde ce que ça donne. Et puis plus c'est petit, plus on est motivé. Et puis voilà. Et puis quand on voit une chose ou deux pousser, on est déjà satisfait et on voit un peu plus grand l'année Mhm. prochaine. Cool. Voilà, moi, c'était ma vision au micro-potager. J'ai commencé petit. J'ai commencé par 4 ou 5 plants de tomates il y a 4, 5 ans, 5, 6 ans plutôt. J'ai commencé par, voilà, j'étais allé en jardinerie. J'étais même allé en fin de saison et j'ai acheté vraiment ce qui était en déstockage. Mhm. Mais c'était presque la fin de saison. On était début juillet, fin juillet pour planter. C'est déjà un petit peu trop tard. J'ai acheté pas mal de choses à 1 euro et j'ai vu que ça avait super bien poussé, mais on n'avait rien récolté. Les tomates étaient vertes, les poivrons étaient en fleurs, mais et je me suis dit l'année prochaine, je vais faire la même chose, mais je vais m'y prendre un petit peu plus tôt. On a une super belle récolte. Et d'année en année, j'ai étoffé mes cultures, j'ai étoffé ma surface cultivée. Et donc après, ben, c'est comme ça que j'ai appris d'année en année. J'ai appris petit à petit. Mhm. Et tu sais que tu peux quand même récolter les tomates vertes et en faire Oui, des confitures maison. oui, mais faut être motivé pour manger de la confiture Ouais. de tomates. En plus, on avait énormément de tomates. On devait avoir 30, 40 kilos de tomates vertes. Ah ouais. J'ai donné Mm. beaucoup à mes parents qui ont réussi à faire mûrir une partie, mais tu vois, la saveur, Bien elle n'était pas là, quoi. sûr, Donc, ouais. ma mère a pu en conserver une partie en, en purée verte, hein, où elle mettait un petit peu dans la cuisine, mais finalement, on a eu pas mal de pertes parce qu'une partie a aussi moisi, tu vois, Mm. quand tu essaies de les faire mûrir, tu peux avoir des pertes, etc. Donc, oui, on peut récolter les tomates vertes, je confirme, Mm. pour faire ce que tu as dit, la confiture, autre chose. Alors, Glycine dans le chat nous dit pour les balcons, essayez les sacs de culture, c'est moins lourd. Est-ce que tu as déjà testé, toi? Oui, j'ai déjà testé des sacs de culture. C'est moins lourd. Et après, bon, voilà, faut acheter des sacs de culture. Quand même, c'est moins lourd, assez conséquent hein, pour ce que tu vas planter dedans. Mm. C'est comme un pot en fait. Hein. Si tu veux planter de la tomate, il faut des sacs de 10, 12, voire 15 litres. Si tu veux faire des petits aromates, donc tu peux dans des sacs plus petits. C'est vrai que c'est une solution qui peut être bien aussi les sacs de culture, effectivement. Ok, très bien. Est-ce que tu as encore une dernière astuce à nous dire ou Une quelque chose der- pour terminer? une dernière astuce pour commencer aussi, commencer par des aromates. Hein. Tu vois, c'est Oui. des petites choses, hein, de la menthe, des petites choses simples qui poussent facilement et qui donnent un peu de gaieté de la nourriture. Hein. Quand on cuisine, on va récolter ses aromates, sa ciboulette, etc. Donc, c'est des choses comme ça aussi. On peut commencer. On peut commencer par des pots d'aromates ou en sac de culture. D'autres choses, ne pas viser l'autosuffisance. Tu vois, l'autosuffisance, c'est une expérience que j'ai faite qui s'est conclue parce que j'avais du temps. Moi, mon travail, je le fais énormément en télétravail à domicile. Donc, j'ai énormément de temps à passer au micro-potager, même si je fais pas énormément, j'interviens pas énormément dans le micro-potager. Hein. En moyenne, hein, j'ai calculé dans l'année, en moyenne, c'est 45 à 1 heure par jour, hein, mon intervention. Je laisse pousser. Ce qui me prend le plus de temps, c'est l'arrosage en été, hein, puisque faut arroser, on va dire, faut pas arroser dans tous les sens. Faut vraiment arroser la base de la plante. Comme tu vois, ça pousse de manière hyper dense. Si tu arroses le feuillage de toutes les tomates, ça risque des moisissures, des maladies, etc. Donc l'arrosage est minutieux. Mes plantations me prennent aussi du temps parce qu'il faut planter dans des recoins, tout ça. Faut faire les bonnes associations de culture. Mes semis à la maison me prennent du temps parce que voilà, je fais à peu près 200 semis, donc dans la maison c'est une pépinière Mm. à un moment. Hein. Donc après, ça prend du temps à s'occuper de tous ces petits semis. Euh, Viser peut-être, voilà, commencer par viser l'autosuffisance en aromates, en thym, en tomate, pas en tomate, pardon, en menthe, en romarin, tout ça, l'autosuffisance des petites espèces comme ça, c'est possible. Dans mon potager, par exemple, actuellement, il y a 30 plants de tomates. Les experts vont me dire, oui, c'est pas possible d'avoir 30 plants de tomates dans une petite surface comme ça, parce que tu risques les maladies, tout ça. Moi, comme je te dis, j'expérimente et mes plants sont en pot. Je peux facilement les éloigner des uns les autres en cas de. Pour l'instant, j'ai pas de maladie parce que je mets des traitements à base de purin. Je fais mon purin moi-même. Ça aussi, si vous pouvez faire vos purins vous-même, c'est C'est facile. du
Purin récolter quoi, du coup? par exemple, j'ai le purin d'ortie qui me permet de pulvériser mes plantes ou de les enrichir en azote ou de les pulvériser pour limiter l'apparition de certaines maladies. J'ai mes purins de peau de banane qui me permet aussi d'enrichir mon terreau en phosphore, en potassium. Je fais aussi le purin de feuilles de tomates parce que les tomates poussent vraiment de manière très feuillue. Donc, je peux récolter énormément de feuilles de tomates pour faire là aussi un purin riche en azote pour arroser l'ensemble de mes plantes. Mhm. Hein. Donc voilà, c'est des conseils que je peux vous donner. Hein. Voir petit, ne pas viser forcément l'autosuffisance, se faire plaisir. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Mhm. Vraiment pas que ce soit une contrainte. Faut qu'il y ait le plaisir au cœur de ce travail, voilà, ou de cette passion, de ce hobby. Voilà, franchement, oui, le potager, le jardinage, c'est un plaisir. Hein. C'est le plaisir de faire, le plaisir de récolter, le plaisir de partager aussi, hein, parce que moi, je suis heureux parce qu'avec ma production, je peux énormément partager avec des amis, avec ma famille. Donc, on peut cuisiner des choses saines. Hein. Mhm. Faut aussi avoir l'envie de cette fibre, de dire que lorsqu'on va faire son potager, on va récolter des cultures saines qui vont être aussi bonnes pour son alimentation. Ça va être des cultures qui sont pleines de vitamines, des cultures aussi pleines de minéraux qui vont permettre de varier son alimentation, Mhm. des cultures, on va dire, qui vont préserver l'environnement, puisqu'on augmente la biodiversité au niveau infralocal. Hein. Même si c'est qu'un plant de tomate ou deux, ben on aura augmenté sa biodiversité puisque ton plant de tomate va attirer des pollinisateurs, va attirer des fourmis, va attirer un tas d'insectes hein, pour polliniser, etc. Et toi, en échange de ça, en échange de ce que tu vas faire, en fait, tu vas créer de la biodiversité. Tu vas faire un échange avec la nature qu'elle va te récompenser avec des beaux fruits et des légumes. Ah, super. Et dernière question, est-ce que tu utilises tu parlais avant de pollinisateurs, est-ce que tu utilises des fleurs mellifères, des plantes qui sont aussi comestibles, tu vois, qui attirent en même temps les insectes et que tu manges aussi, toi? Est-ce que tu as des fleurs dans ton jardin? Alors, écoute, dans mon jardin, j'ai pas de fleurs sauvages, tu vois, parce que j'ai pas un espace spécifique pour ça. Et comme tout pousse de manière assez dense, ma végétation, on va dire d'espèces potagères, va facilement prendre le dessus sur mes petites fleurs Hmm. que je vais planter, tu vois. Et là, les seules fleurs que j'ai, c'est des campanules, des mûres. Tu connais, c'est une petite fleur violette qui pousse sur les Mhm. rebords. C'est très joli. Et j'en ai un petit peu partout dans le potager de ça. Et ça attire énormément d'abeilles, énormément d'insectes. Donc, à part ça, je fais pas de culture spécifique de fleurs. D'accord. Alors, il y a Jardinier Urbain qui nous pose une question concernant les petits pois. Tu en fais? Tu en as? Comment Ouais, tu les cultives? Ça les pousse petits bien? pois, là, j'en ai pas fait cette année, mais c'est une culture plutôt facile en principe que l'on fait, on va dire, au début du printemps. C'est tout à fait possible de commencer la culture de petits pois. En région parisienne, on va dire début avril, voire fin mars, c'est tout à fait possible de faire ça. L'avantage avec les petits pois, c'est que ça va permettre d'enrichir ton sol en azote. C'est toutes les espèces, les fabacées, les haricots, les petits pois, les fèves vont développer un système racinaire qui va stocker l'azote en sous-sol, hein, au niveau de la terre. Et ça, c'est indispensable chez moi de faire ça. J'ai planté des fèves un peu partout justement pour avoir un sol qui va être enrichi en azote. Hmm. Et mes fèves, d'ici quelques semaines, elles vont me donner des fèves, hein, des gousses de fèves. Je vais les récolter, mais mon sol, je vais pas arracher mes fèves. Hein, je vais laisser justement la partie souterraine pourrir avec ça va permettre au sol d'être enrichi en azote. Et ma partie aérienne, je vais tout récolter, je vais tout broyer, et je vais faire un paillage avec ça. Hmm. Ça va me permettre là aussi Super idée. d'enrichir mon sol. Voilà. Parce que la feuille de fève ne porte pas de maladie. Hein. Des fois, elles sont envahies de pucerons. Hein. Donc, une astuce anti-puceron, c'est le savon noir. Tu dilues ça dans de l'eau, tu pulvérises. Ça peut aider. Ça peut aider, mais il faut le faire régulièrement par contre. Il ne faut Hmm. pas se dire que c'est une solution miracle. Non, il faut le faire régulièrement. Et des fois, il y a une solution mécanique. Ben, c'est directement
de couper, si c'est trop atteint, de couper, de jeter, Mhm. hein. Donc c'est important les petits pois, les fabacées, les haricots, les fèves, de planter ça au potager. J'en ai en ce moment qui poussent. Mais question Très bien. pour les booster, est-ce que tu mets quoi comme terre dans tes pots? Alors moi, dans mes pots ou dans mes carrés potagers ou dans mes jardinières, dans mes grandes jardinières, moi je fais une espèce de culture en lasagne en fait, hein. Je vais mettre au fond du pot ou au fond du carré potager une couche de carton, en fait des déchets carbonés, des déchets secs, des déchets naturels secs. Je vais mettre une couche de déchets azotés, c'est-à-dire des déchets verts humides, hein, qui ne sont pas secs, qui sont verts. Et je refais ça, je remets une couche de déchets carbonés, une couche de déchets azotés, et ainsi de Mhm. suite. Et après, je mets une bonne couche de terreau de jardin. J'ai un terrain vague derrière ma résidence où je vais chercher de la terre, hein, sur ce terrain-là, où on avait cultivé il y a quelques années déjà et ça avait très bien marché. Je récupère cette terre végétale et je mélange avec du terreau de jardin pour, voilà, pour enrichir. Parce que le terreau de jardin, le problème, c'est qu'il a tendance à s'assécher Mhm. rapidement. Donc, l'enrichir avec une terre végétale riche en argile, un peu plus riche en humus, ça permet aussi qu'il absorbe davantage d'eau. Donc moi, tous mes contenants, comme je te l'ai dit, hein, je mets pas que du terreau, je fais un système en lasagne avec des déchets azotés et carbonés. Et ce week-end, je dois justement vous faire une publication sur ça, sur mon Instagram et mon Facebook. Je vais vous donner l'astuce pour faire un bon carré potager avec un système de lasagne qui va permettre d'enrichir ce que vous avez planté dedans, enrichir la terre au fur et à mesure de la saison grâce à de la décomposition de tout ce que tu auras mis dedans. Waouh, on a hâte. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, ben, je te remercie, Irfan, pour le temps que tu nous as accordé, pour toutes les astuces, les conseils que tu nous as donnés dans cette vidéo et voilà, de nous avoir montré un petit peu ton chez-toi, ton petit coin de verdure, ton Éden. Merci. Je, j'encourage tout le monde à suivre bah, le compte d'Irfan. Si tu peux nous redire ton compte Instagram ou si tu es sur d'autres plateformes. Alors oui, je suis sur Instagram sous le nom le micro potager urbain écolo et sur Facebook, le compte Instagram, c'est le micro jardin urbain écolo. Alors pourquoi cette différence? Parce que initialement, j'avais créé un compte Facebook où j'avais nommé le micro jardin urbain écolo et je me suis rendu compte que mon expérience, c'est pas de faire un jardin, c'est de faire un potager. Ouais, Donc par la suite, quelques années après, j'ai nommé mon compte Instagram qui était plus récent en micro potager urbain écolo. chouette. Ok, bah cool. Merci encore. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel interview, voilà, la semaine prochaine. Donc, merci Irfan encore Merci à toi. pour Au revoir à l'interview tout le monde. et à bientôt. Allez, Passez une belle à journée. bientôt. Belle Ciao. journée. Ciao.